Cerno, épisode 42. Je suis à Montreuil, dans une petite rue, et je me dirige vers une petite maison beige, au volet marron, et je sonne à une sonnette. Monsieur Mathurin. Merci. Coquin. Les anciens occupants de mon appartement m'ont raconté qu'un serial killer avait habité dans l'immeuble. Je rentre chez les gens, je vais voir des gens dans la rue. Ah merde. Non, il n'y a aucune raison de parler de ça sans arrêt. C'était à Paris dans les années 80, on l'appelait le tueur de vieilles dames. Boum, boum. Pardon? Je fais un podcast. Non. Il était fragile, il était perdu. Ah, ok. Il filait ses victimes jusque chez elle. Françoise! Aujourd'hui, je vais faire mes courses. L'autopsie révélera qu'elle a toutes les côtes du côté droit brisées. Allô? C'est un tueur, c'est un menteur, un monstre. Il faut toujours croire en l'être humain. Et France gagne. 3, 2, 1. J'entre dans l'immeuble. Alors c'est une auditrice qui s'appelle Camille qui m'a mis en contact avec la personne que je vais voir. Je prends des escaliers. Bonjour. Merci de m'accueillir. Ben, je vous en prie. Un petit café peut-être? Volontiers. Sans sucre. Merci. Alors vous êtes qui? Thierry Mathurin, Thierry Michel Mathurin. Vous avez déjà tué quelqu'un? Oh non, non. Non, enfin, je pense pas. Non, pas que je sache, non, j'ai jamais tué personne. Non, j'ai jamais tué personne. Non. Alors c'est ce nom qui vous a, paraît-il, Ouais. joué des tours Oui. après l'arrestation de Paulin en 87. C'est bien ça? Ouais. Je suis, je dirais, morphologiquement et au niveau de l'âge, je dirais le sosie sur le papier de Jean-Thierry Mathurin. On est de la même année, on est la même taille, même origine, donc antillaise, même morphologie. Bon, visage pas du tout, mais heureusement. Mais oui, enfin sur le papier, oui, c'est très proche, oui. Je connais votre visage parce que quand on fait des recherches sur Google sur Jean-Thierry Mathurin, on tombe sur votre photo. Ouais, c'est un peu, oui. Alors ça veut dire qu'il y a des personnes avec qui j'étais au collège, au lycée, que j'ai perdu de vue depuis longtemps, hein, parce que ceux qui me connaissent, évidemment, ils savent que c'est pas moi, mais je pense que les personnes qui m'ont connu et qui se disent, effectivement, moi j'ai connu un Thierry Mathurin, quoi. Mais oui, ça m'a posé problème pendant quelques temps, quand même, en termes de... Bon, pas pour mon ego, mais quelque part pour le souvenir que j'ai pu laisser à certaines personnes, qu'on puisse dire il y a un lien, voilà, il est lié à cette affaire, c'est lui, quoi. Voilà. C'est toujours ce que je me suis dit, le fait que je porte le même nom, je me suis dit, ça aurait pu être ce Thierry Mathurin-là, quoi. Alors vous êtes né en 1965. Ouais, le 16 août. Le 16 août. Vous êtes né où? À Paris, dans le 18e. Ah oui. Donc, oui, moi, j'ai grandi dans ce quartier. Mon père et ma mère sont antillais, donc se sont rencontrés ici en métropole, comme beaucoup à l'époque, avec Bumidum, avec le programme... Bumidum, c'est le programme qui avait été mis en place par Debré pour, quelque part, rapatrier une grande partie de la jeunesse antillaise qui n'avait pas de travail en France et pour venir travailler dans l'administration, hôpitaux, postes, RATP, SNCF, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a une grosse communauté antillaise. Donc mes parents se sont rencontrés dans ce cadre-là. D'accord. Et ils venaient de quel endroit des Antilles? Guadeloupe, ouais, c'est ça. Et donc, mais moi, je suis pur produit, ce que j'appelle le négropolitain. C'est-à-dire des Antilles, mais né en France. C'est un péjoratif aux Antilles, quoi, pour dire que vous êtes noir, antillais, mais t'es l'antillais de la métropole. Donc, on dit un négropolitain. Et comment on vous voit, alors, vous, les négropolitains, entre guillemets? Ça peut être un terme très, très C'est un agréable. peu péjoratif, ouais, c'est un peu péjoratif. Mais globalement, oui, c'est un petit peu... C'est quand vous êtes aux Antilles, on vous considère comme un métropolitain.
Et quand vous êtes ici en métropole, vous êtes considéré comme un antillais, en fait. Moi, j'ai pas particulièrement de problème, en fait, avec ni mes origines, ni ma couleur, ni quoi que ce soit. J'ai pas de problème avec ça. C'est les autres qui vous font remarquer que vous êtes un peu différent. Ah, t'es des Antilles, etc. Ouais. D'accord. Ça fait combien de temps que t'es en France? Je dis, j'ai toujours été en France, que les Antilles, c'est la France. Oui, mais c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que, voilà. Ça. Alors, si vous avez un problème avec ça, avec ce problème d'origine, vous le prenez pas bien. Il est raciste, quoi. Vous avez passé quel genre d'enfance? Classique, de classe moyenne, dans une cité, avec un père qui est RATP, une mère secrétaire, qui a arrêté de travailler tôt pour élever mon frère, on est 3. Pas pauvre, plutôt oui, rien d'extraordinaire, quoi. Moi, quand je vais aux Antilles et que je reviens, le périph' me manque. Hein. Ah ouais, carrément. Ouais, c'est mes marques, quoi. Voilà, Paris, c'est où je suis né, j'ai grandi, et j'adore cette ville, j'adore mon pays, j'adore la France, en fait. Vraiment. C'est fort quand vous dites ça. Oui, je suis très... Moi, ma compagne, elle est luxembourgeoise aujourd'hui. Et elle me dit, je suis très Frenchy, quoi. Ouais, je suis très Frenchy. Peut-être un peu arrogant par rapport à des luxembourgeois, par exemple. Oui, je suis très français, ouais. J'adore la cuisine française, j'adore la France, j'adore les Français, j'adore comment dirais-je, les paradoxes du français, ce côté très paradoxal. Pour moi, c'est le pays le plus extraordinaire du monde. Avec mon boulot, je crois que j'ai fait quasiment toutes les villes moyennes de France. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Moi, aujourd'hui, je suis consultant, formation commerciale. Je forme les commerciaux et les managers commerciaux en tant qu'indépendant. Tout ce qui est management d'équipe. D'accord. Voilà. Donc l'humanisation du management et puis le lien entre l'humanisation du management et la performance. Voilà. C'est-à-dire l'humanisation du management? Ça veut dire que de prendre en compte qui vous êtes en tant que collaborateur. Beaucoup de managers aujourd'hui, ils ont un management linéaire, c'est-à-dire que je manage, point barre, et tu t'adaptes à mon management. Alors qu'en fait, un véritable management, c'est que je tiens compte de chacun de mes collaborateurs. J'adapte mon management aux collaborateurs que j'ai en face de moi. Par rapport à ses attentes, à ce qu'il attend, comment il voudrait être managé. A priori, c'est très contradictoire votre travail entre management et humanisation. C'est deux choses qui, a priori, sont difficilement conciliables. En général, c'est le cas. La majorité des managers sont des releveurs de compteurs. Et pour moi, celui qui fait ça, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. C'est pas un manager. Un manager, c'est quelqu'un qui aime ses équipes. Ça veut dire que vous devez bien connaître les gens? On les connaît jamais, les gens. Les gens, on ne se connaît pas soi-même, donc c'est compliqué de connaître les gens. Mais non, on ne connaît pas les gens, on peut les entendre. Comment vous en êtes arrivé à exercer ce métier? Parce que j'aime bien, il y a aussi une côté égocentrique, c'est-à-dire qu'en fait, quand je suis en formation, je suis le centre. Et ça vous plaît? Vous êtes comme un peu sur une scène? Oui, j'ai toujours regretté de ne pas avoir fait du théâtre. C'est vrai? Ouais, on me le dit souvent, tu aurais dû faire des théâtres, etc. Oui, parce que j'aime bien la scène, j'aime être mis en avant, en fait. Ou, plus exactement, j'aime être mis en danger. J'aime bien me challenger, c'est-à-dire je rentre, il y a 500 personnes sur scène, dans la salle, voilà, tu vas faire une conférence, tu vas faire une intervention, j'aime bien le trac, le stress, la pression qu'il y a à ce moment-là, que j'aime dépasser, puis voilà, puis je pense qu'il y a un côté égocentrique, le fait c'est un peu péjoratif, égocentrique, mais un côté où j'aime bien être sur le devant de la scène, et après d'un point de vue plus noble, j'ai envie d'apporter ce que j'ai appris de la vie. Qu'est-ce que vous avez appris de la vie? Ce que tu as appris de la vie, moi? Ouais, qu'est-ce que vous avez appris de la vie? Moi, c'est une question large. Hein. Oui, après, non, ce qui me vient spontanément, ce que j'ai appris de la vie, c'est que rien n'est sûr, à part la mort, quoi. Mais sinon, dans la vie, rien n'est jamais acquis, rien n'est sûr. Ça fait peur, ce que vous dites? Non, parce que pour moi, c'est ce que j'aime. Mais parce que j'aime les choses que les choses bougent, l'immobilisme ou la stabilité, ça me va pas, en fait. Toute ma vie, ça a été ça. J'ai divorcé 2 fois. Voilà, c'est moi qui suis parti. J'ai tout laissé à chaque fois. Je suis reparti de zéro. Pourquoi vous êtes parti?
Parce que vous étiez tombé amoureux ? Non, pas spécialement, parce que je m'ennuie. Vite, en fait. Je me lasse assez vite. Ou je suis un passionné aussi. Donc en tant que passionné, c'est un problème, quoi. Quand la passion retombe, vous retombez dans une forme de routine, etc. Et puis c'est plein de choses. J'aime aussi le challenge, j'aime me mettre en risque. Dès que je suis trop tranquille, ça va pas. Il faut qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Il faut que ça bouge. Il faut que, voilà, je suis au Luxembourg. Aujourd'hui, je suis ici. D'après-demain, peut-être que je pars au Luxembourg. Je sais pas si je retourne demain au Luxembourg ou pas. Voilà. Les plans 9h, 18h, ça me va pas. Voilà. Vous avez la bougeotte ? Oui, j'ai la bougeotte, ou pas, parce que je suis casanier. C'est ça le paradoxe, c'est que j'ai pas besoin de voir des gens. Je suis là, moi je fais de la musique, voilà. Moi je suis bassiste, enfin je suis amateur, hein, je suis pas un professionnel, mais je joue beaucoup de basse, donc je peux rester 4 heures sans sortir de chez moi, jouer de la basse, etc., sans voir personne. Mais après, à un moment, ça me bouge, voilà, j'ai envie de partir, et bien je pars en Espagne, quoi. Je sais pas si vous avez vu le film Hit. Non. C'est un film de braquage avec Al Pacino et De Niro. Et en fait, dans le film, il dit à un moment, dans la vie, il faut être capable de partir du jour au lendemain en 5 minutes. Voilà, c'est ça la vie. Et moi, ça m'a marqué. Et puis moi, c'est ça un peu ma vie. Ouais. J'ai pas d'attache, quoi. J'ai pas de biens, j'ai pas envie d'avoir d'argent, j'ai pas spécialement de biens, j'ai pas de biens, j'ai pas de maison, j'ai pas de voiture, j'ai rien. Vous êtes libre ? Ça me rend libre. Ça me rend libre. Quand je vois mes amis qui ont des grandes maisons, des terrains, des propriétés, des voitures, des trucs, ça me stresse, ça m'angoisse. J'ai l'impression que ça m'enferme, en fait. Moi, j'ai 54 ans, j'ai rien. Là, on est dans votre salon. Il y a une table, une petite armoire. C'est pas à moi. C'est pas à vous. Et un petit canapé. C'est un meublé. Tout l'ameublement, vous laissez pas à moi. Il n'y a rien, moi, j'ai rien. Quand j'ai divorcé, j'ai quasiment tout laissé à mon ex. Et tout le peu que j'avais, je l'ai donné, je l'ai vendu et j'ai décidé de plus rien posséder, en fait. D'accord. Et je me sens merveilleusement libre. Mais je vois pas ce que la milliardaire a le plus que moi, en fait. J'ai pas d'angoisse, en fait, puisque j'ai rien à perdre, puisque j'ai rien. Donc voilà, qu'est-ce que t'auras à la fin ? T'auras quoi ? Transmettre à tes enfants. Moi, mes enfants, je leur ai payé leurs études. Je suis contre les héritages, en fait. C'est un concept que tu l'as pas gagné, donc tu n'as pas à l'avoir. Si tu veux quelque chose, tu le gagnes par toi-même. J'ai travaillé pour eux, je les ai nourris, blanchis, éduqués, enfin j'ai fait ce que j'ai pu. Alors qu'est-ce que vous leur laissez finalement ? Je leur laisse mon exemple. Moi j'aimerais qu'ils... j'aimerais pas qu'ils fassent comme moi, c'est pas ça. Parce que je suis pas un exemple à suivre. Mais moi ce que je leur dis c'est sois libre, quoi. Toi dans une position où tu es libre. Fais vraiment sans toi libre et regarde de moi, je suis libre. Je suis libre parce que moi j'ai grandi dans une famille pentecôtiste évangélique où on ne divorce pas, où il y a des choses qui se font pas, quoi. C'est-à-dire on s'est marié devant Dieu et on se marie pour la vie. Et jusqu'au jour où moi j'ai dit oui mais moi ça me va plus. Donc je fais quoi ? C'était très dur mais voilà, aujourd'hui j'ai jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui et pourtant j'ai pas un sou. Et vos parents étaient très croyants ? Oui, comme beaucoup aux Antilles, hein, la religion, c'est un peu la religion, d'autres la foi, chacun le nomme comme il le veut. Mais aux Antilles, tout ce qui est la religion a un poids important. Enfin, tout ce qui est spirituel, globalement. Tout ce qui était religion, les esprits, ça a une grande place, en fait, hein, et qui est surtout lié aussi aux conditions de vie. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous êtes pauvre, l'au-delà est plus un espoir parce que si vous n'avez rien sur Terre, il faut bien qu'il y ait un espoir quelque part. Je rentre de Martinique et les gens me parlaient beaucoup de religion et de liberté. Et je me demande si c'est pas aussi lié à l'histoire. Parce que c'est des peuples qui ont été privés de liberté. Oui, on est, de toute façon, génétiquement, j'ai lu un article sur les traces chromosomiques des traumatismes de nos ancêtres, en fait. Donc on a pu prouver que un traumatisme, inceste, non-dit, meurtre, etc., toutes les choses qui ne sont pas élucidées, ou des traumatismes qui ont été dans 5 ou 6 générations antérieures, il y a une trace au niveau de chromosomique, il y a des accidents ADN, etc. Enfin, ils expliquent chromosomiquement que, en fait, on porte sur le poids de nos ancêtres, en fait.
Donc l'esclavage aurait laissé des traces dans vos gènes. C'est clair. Moi, je le ressens. Moi, j'ai un rapport difficile avec l'autorité. Quand on m'impose quelque chose ou quand je me sens enfermé dans quelque chose, moi, en tout cas, c'est mon problème. C'est mon sujet. Oui. Moi, dès qu'on m'impose quelque chose ou je sens qu'on veut mettre le poids sur moi, que ce soit noir ou blanc, hein, peu importe. Dès que j'ai un chef, en fait. Ouais, ça, je le sens. Je suis persuadé que c'est vrai. Hein. Les traces de l'esclavage, ne serait-ce que de regarder des films sur l'esclavage, sur une forme de colère, une forme de quelque chose qui vient de loin. On sent quelque chose comme si vous sentiez les fers. Ouais. Moi, c'est ce que je ressens. C'est comme si je me vois, quoi. C'est-à-dire que je suis là-dedans. C'est-à-dire, c'est partie prenante. Ça fait partie de moi. Oui, c'est partie de moi. Tuait-il par besoin d'argent ou par sadisme? Quelque temps après son interpellation, son compagnon et complice Jean-Thierry Mathurin était arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé en fait en 1987 ? L'histoire, c'est assez simple. Donc, moi, mon contexte, c'est qu'après l'armée, donc, j'ai travaillé dans différentes entreprises. Et puis, donc, je travaillais chez une entreprise qui s'appelait Infi Marketing, qui était à Viroflay à l'époque, depuis existé aujourd'hui, mais c'est probablement à Viroflay. Donc, moi, je prenais le train tous les jours, Viroflay, La Défense. Vous étiez tout jeune, vous aviez 22 ans ? Il y a 22 ans, ouais. Quel genre de jeune homme vous étiez ? Oh, classique, très... j'ai jamais été un délinquant, j'ai une petite copine qui est devenue ma femme après, jeune homme souriant, dynamique, meneur, fait beaucoup de blagues, quelqu'un d'assez vivant, qui aime bien amener son monde, faire son show, pas le guignol, mais le bout en train qui met de l'ambiance, etc. Avec beaucoup de charme peut-être. Oui, beaucoup, je suis beaucoup de charme, j'aime beaucoup charmer mon auditoire, j'ai un côté séducteur, c'est clair, oui, c'est clair. Donc vous preniez le train de je prenais le train avec un copain, avec un collègue, Tous les jours. Je prenais le train tous les jours, pour aller travailler, et puis un soir, embouteillage à la sortie du train, pour prendre l'embranchement pour les RER. Il y a des couloirs qui amenaient la jonction, la correspondance qui faisait rentrer dans la gare de la Défense, en fait. Et là, beaucoup de monde. Et puis, je dis, en contrôle de ticket, quoi. Et moi, je suis assez grand. Ça se voit moins aujourd'hui, parce que les jeunes sont assez grands, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont assez grands. Mais à l'époque, on se met en 87, les gens, je me rappelle, j'étais toujours le plus grand. Et je vois des policiers. Et je dis à mon collègue, purée, ils mettent des flics pour faire les contrôles. Et mon collègue, il me rappelle, il me dit, ils sont souvent agressés maintenant, etc. Voilà. Ok, donc on avance. Et puis je vois pas de contrôleur, en fait. Et en fait, ils avaient fait comme un entonnoir, vous voyez. Donc les gens passaient dans une forme d'étau, quoi, vous voyez. Et donc j'avance, comme tout le monde, et à un moment, ils font mouvement. Bon, moi je capte pas. Enfin, il y en a qui restent devant, mais il y en a qui font mouvement. Et moi, j'ai pas capté, j'ai discuté avec mon collègue, je sais plus, bref. Et j'ai senti un moment, vous savez, quand vous avez de la foule, vous êtes pressé, vous le sentez, et là, je sentais qu'il y avait personne derrière moi. Donc du coup, je me retourne, je regarde, et je vois une dizaine de CRS qui retenaient les gens à 5 mètres de moi. Il n'y avait personne derrière moi. Et moi, j'étais avec mon collègue, avec les gens devant. Donc, je continue. Et il met la main sur l'épaule, comme ça. Assez fort, donc. Ah ouais. Police, papier, s'il vous plaît. Alors, je m'appelle, je prends mes papiers, et il me tire. Il y avait une veste en jean, je me rappelle, je t'avais vu tout en jean. Une veste en jean, pantalon en jean. Et donc il me tire par la manche, mais assez brutal, hein. Bon, pas violent, mais assez rude, hein, quand même. Et il me met à l'écart. Ok, bon.
Bon, je dis ok, il aime pas les noirs encore, voilà. Ah, c'est ce que vous vous êtes dit? Ouais, c'est courant, hein, à l'époque, c'était plus moins maintenant parce que je suis plus vieux et barbe blanche, je te dis voilà, il est a priori, il est rangé lui. Mais quand j'étais dans ces années-là, quand t'étais noir, je me rappelle avec mon ex-femme, je lui disais toujours, tu vas voir, la première fois que je sortais avec elle à Paris, on allait au Puce et je lui dis tu vas voir, on va arriver au Puce, si on croise des keufs, c'est pour moi. Ça n'a pas loupé, je me suis fait arrêter, me mettre sur le mur, etc. Il me fait c'est dingue quand même. Bon, peu importe. Mais voilà, je me dis, bon, il y a encore un qui n'aime pas les noirs, ok, bon. Il me tire et puis il me papier. Bon, j'ai l'habitude, hein, donc je sors mes papiers, comme ça. Donc là, en fait, j'étais contre un mur, si vous voulez tout savoir. Donc, j'étais contre un mur, en fait. Donc ils étaient une dizaine. Hein. Et là, c'était un adjudant-chef, je me rappellerai toujours. Et donc, il me demande mes papiers. Donc, je lui donne mes papiers. Et il y a un gars qui avait une radio, il regarde les papiers, et il fait « Putain les mecs, c'est bon, on l'a ». À suivre. Chers auditeurs, si vous aimez Cerno et que vous en voulez plus, rejoignez-moi sur patreon.com/Cerno. Vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez sur une plateforme spéciale, écouter l'épisode suivant une semaine avant tout le monde, ou encore participer à une réunion mensuelle dans le 18e arrondissement. Vous me permettrez ainsi de vivre de mon travail et vous contribuerez à la longévité du podcast. Un immense merci à tous ceux qui me soutiennent déjà. Rendez-vous dimanche prochain et n'oubliez pas, ne laissez pas traîner vos grands-mères.